Incroyable, ce temps incroyable. C'est un temps pour mettre du jaune. Salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui, on se enfin, on nous dit, j'entends dans l'oreillette qu'il faut pas commencer tout de suite la vidéo. Incroyable, incroyable les sirènes. J'en étais où? Ah oui, salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse avec vous chaque semaine les articles et les actualités qui sont sortis dans le monde de la photo et dans le beau monde de la vidéo. Et parfois même, je prends des trucs un peu plus anciens, disons, sur lesquels je tombe un petit peu en retard après tout le monde, et que j'ai envie, ou des trucs un peu forts, des statuts Facebook, je sais pas, des citations, j'ai envie de débattre avec vous. Et du coup, là, c'est un petit peu, on parle tranquillement, quoi, dans ces vidéos. Alors, on commence tout de suite cette vidéo avec un article de Petapixel, vous commencez à connaître le site, qui se nomme le photographe Philippe Osmer, excusez-moi, nous explique comment sa vision du monde a changé depuis qu'il a fait de la photo. Maintenant, on va voir les avions. Ce qui est incroyable quand on tourne en extérieur, c'est les bruitages autour. Alors, comment sa vision a changé depuis qu'il fait de la photo? Alors, pourquoi? Alors déjà, il dit qu'il y a environ 2 ans, j'avais l'habitude de faire ma vie quotidienne habituelle, comme tout le monde, comme la plupart des gens, sans remarquer finalement toute la beauté qui m'entourait. Après avoir pris une caméra, donc un appareil photo, et commencé à prendre des photos de mes enfants, j'ai commencé à voir le monde d'une manière toute nouvelle et radicalement différente. J'ai commencé à remarquer comment la lumière affectait les choses, et comment regarder quelque chose dans une perspective différente pouvait changer toute la scène. Alors, c'est très beau ce qu'il dit, et en plus, à l'appui, il y a de ces images, donc on va les commenter ensemble. De toute façon, je vous les montre, bien sûr, en direct, en live. Alors, comment il voyait le monde avant et comment il le voit maintenant, bien sûr, donc grâce à la photo. On voit que la première est prise par un appareil un peu plus dégueulasse, et que le second, donc, c'est une longue focale avec une belle lumière, le tout retouché. Ensuite, la deuxième image que je pourrais vous montrer, voilà, celle avec les coques, où on voit son gamin qui est pris de loin, et là on le voit vraiment, donc il s'est littéralement mis par terre pour prendre la photo. Il a calculé avec l'angle de la lumière pour que ça rentre bien. Pareil, il a aussi une longue focale pour créer un flou un petit peu magique, un petit peu enfantin justement. Et puis bien sûr, par exemple cette dernière image où l'enfant est dans une sorte de grange, une sorte de poulailler, et avant il s'intéressait pas trop au truc, donc il lui disait vas-y, joue pas trop ici. Et là, depuis qu'il a découvert le pouvoir de la lumière et la manière de se placer, la scène n'a littéralement plus rien à voir. Alors bien sûr, c'est exagéré parce que bien sûr dans le sens où la première photo est vraiment dégueulasse. J'imagine que vous voyez pas non plus le monde comme ça, mais il démontre en fait par l'extrême, par un truc vraiment extrême, que sa vision a changé. Alors pourquoi en fait? Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux qui est offert aux photographes, donc qui font de la photo pendant un certain temps. C'est vraiment leur vision du monde va changer, puisque finalement être photographe, c'est poser un regard sur le monde qui l'entoure, le monde qui entoure peut-être son quotidien, le monde qui l'entoure au niveau de l'actualité. Donc il va être photographe de reportage. Il va poser aussi son regard qui est différent, un petit peu plus objectif, par exemple sur certains événements, ou alors il va essayer avec sa sensibilité de capter des mariages, etc., ou l'essence même d'une personne dans le cas du portrait. Et en fait, en cela, le photographe se détache de la plupart des gens qui regardent sans voir, qui ne prennent pas le temps d'apprécier la vie autour d'eux, qui se déroule autour d'eux, qui ne prennent pas le temps de voir le spectacle de la nature, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement beau. Et en fait, quand on n'est pas photographe, ou en tout cas qu'on ne travaille pas dans l'image, tout ça, on ne le comprend pas. Moi, je sais que à partir de ma première année où j'ai commencé à faire de la photo, à m'intéresser vraiment à ce domaine-là, avant je m'intéressais déjà à l'image, mais différemment, vraiment, à partir de la première année où je me suis intéressé à la photo, ma vision a changé du tout au tout. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment, je me suis mis à regarder des endroits finalement que je connaissais déjà, que je connaissais par cœur. Je pouvais littéralement prendre ma chaise, m'asseoir dans mon jardin, et regarder les différents éléments pendant des heures pour voir en fait comment ils se composaient, pour voir comment les textures agissaient les unes par rapport aux autres, comment la lumière rebondissait sur les matières suivant leur composition, comment ça renvoyait ou non de la couleur, comment la géométrie en fait de la nature, les fractales, tout ça avait agi, puisque rien n'est droit, rien n'est symétrique dans la vie réellement. Et tout ça, en fait, ça m'émerveillait vraiment. Et ça m'avait vraiment ému à l'époque de comprendre qu'il y avait un tel pouvoir, une telle beauté dans la nature et pas dans les voitures qui font du bruit. Et ça, en fait, tout ça, c'est grâce vraiment à la photo, parce que la photo, en fait, nous oblige. On va attendre qu'elle passe.
Parce que la photo nous oblige réellement à enjoliver la réalité, en fait à trouver des points de vue, à trouver une lumière, à exploiter vraiment un endroit à son plein potentiel. Et en fait l'exercice de faire de la photo, c'est-à-dire à chaque fois de braquer l'objectif, d'essayer de chercher un meilleur endroit de composition de lumière, fait qu'en fait inconsciemment on va toujours rechercher dans la vie de tous les jours, même si on n'a pas son appareil photo sur soi, à trouver une bonne composition, etc. Et ça nous fait regarder véritablement le monde d'une autre manière et ça nous le fait découvrir. Et là on se rend compte justement que la plupart des gens regardent sans voir. Voilà, c'était beau. Je ferai sûrement un jour une vidéo sur ma chaîne qui s'appellera Apprendre à voir, où je vous montrerai un petit peu avec des exemples et tout, qu'est-ce que je veux dire par là, parce que c'est difficile en parlant comme ça de s'imaginer tout ça. Mais déjà l'article, une première solution pour vous montrer à quel point ça peut changer la vie d'un homme. Hop, après cette séquence émotion, passons à l'article suivant qui va être beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus matérialiste, consumériste, donc de Petapixel qui répertorie un flash Amazon. Donc Amazon a sorti un flash, pourquoi pas, hein, Amazon fait énormément de choses, cette multinationale incroyable. Un flash Amazon à 28 $, vous avez bien entendu, et c'est pas n'importe quel flash, c'est un flash type Cobra. Alors les flashs Cobra, c'est quoi? C'est des flashs qu'on met par-dessus l'appareil photo, qu'on va mettre sur la grille flash. Si vous savez pas à quoi ça servait, eh bien ça sert à ça. Et ça sert à quoi? Tout simplement, ça sert à déporter la lumière parce que le petit flash intégré de votre appareil, il est vraiment pourri. Je vous conseille de ne jamais l'utiliser de votre vie. Vraiment, j'en suis catégorique. D'ailleurs, même dans les boîtiers plus haut de gamme, ils l'ont tout simplement squeezé, ils l'ont supprimé. Parce que ça sert à rien. Et alors ce flash donc Cobra, c'est une superbe idée pour tester la photo au flash de manière pas chère, parce que voilà, 28 $ le flash, on fait rien de mieux. C'est pas non plus un truc chinois qui va pas marcher et qui est une arnaque et qui va mettre 3 mois à arriver, puisque c'est Amazon qui le fait. Donc en cela, on a une certaine garantie, puisqu'Amazon met en jeu aussi sa réputation. Il faut pas croire, hein, même s'ils sont pas spécialisés dans les appareils photo. Il a un nombre guide de 33, ce qui n'est pas dégueu. Alors qu'est-ce que ça veut dire un nombre guide? En gros, je vais simplifier très rapidement puisque c'est pas le but de la vidéo. Ça exprime la puissance du flash. Voilà, ça prend en compte la vitesse, les ISO et la distance au sujet. Et en fait, c'est une unité de mesure qui permet de classer les flashs en termes de puissance. Alors, pour vous donner une échelle, par exemple, le mien qui est un Canon 580EX, donc carrément le meilleur de la gamme Canon, eh bien, un nombre guide de 58. Donc, ce qui se fait de mieux aujourd'hui, ça doit être 60, je pense, je sais plus exactement. Mais 60 par rapport à 33, finalement c'est la moitié et ça suffit largement. Surtout que c'est un flash Cobra, il y a quand même une grosse tête, donc ça éclaire bien. Alors qu'est-ce qui est intéressant aussi dans ce flash, eh bien c'est qu'il comporte 3 modes de prise de vue, M, S1 et S2. Littéralement mode manuel esclave 1 et mode esclave 2. Donc le mode manuel vous permet de modifier le flash sur la grille flash de l'appareil et de déclencher, donc de modifier la puissance de ce flash et de déclencher en appuyant sur l'obturateur de l'appareil photo. Le mode S1 permet de placer le flash hors de l'appareil photo et de déclencher optiquement en allumant le flash principal. Du coup, là, ça peut servir le flash intégré. En fait, vous allez utiliser le flash intégré de votre appareil photo pour dire au flash qui est en face, donc il faut qu'il capte la lumière, que c'est aussi à lui de se déclencher. Donc voilà, ça permet en fait de pas passer par un système filière ou par un système radio de déclenchement. Et le mode S2 est similaire à S1, sauf que le flash sera déclenché par le deuxième flash du flash principal. Voilà, tout simplement. Donc ça permet de faire une configuration avec plusieurs têtes Cobra. Ça peut être intéressant. Alors, quand je dis flash Cobra, c'est pas non plus tout à fait un vrai flash Cobra, dans le sens où les vrais flash Cobra peuvent s'orienter dans toutes les directions. C'est-à-dire autant de haut en bas que de gauche à droite. Ce qui permet, par exemple, s'il y a une surface blanche tel un mur, eh bien de s'en servir comme réflecteur pour faire rebondir la lumière. Or, celui-ci peut que aller en haut. Alors, ça marche si le plafond n'est pas trop haut, mais dans certains environnements, ça sert à rien du tout de mettre la tête du flash en haut. Donc, en cela, c'est un peu dommage. Mais en même temps, il n'y a pas de système radio et tout, mais en même temps, pour 28 $, que demande le peuple? Voilà un petit peu, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé à la photo au flash et que vous avez jamais voulu sauter le pas parce que c'était trop cher. Et pareil, aujourd'hui, il y a des Yongnuo, je crois, qui sont pas mal aussi. Donc n'hésitez pas à voir tout ça. On enchaîne sur l'article suivant qui nous vient de Focus Numérique, qui répertorie donc un projet Kickstarter qui existe depuis quelques temps, qui se nomme le Glocar 97 mm f3.1 Anastigmate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est un vieil objectif que deux photographes nommés Bénédicte Ernst et Firat Bagdou souhaitent ressusciter. Un ancien objectif du début du XXe siècle, plus précisément, qui était à l'époque dédié au portrait.
Donc leur projet Kickstarter est d'ores et déjà atteint, ça marche bien ce genre de truc. On avait déjà vu, si vous vous souvenez, si vous étiez un peu intéressé à ce genre d'optique, le Lomography Petzval, qui avait créé un engouement terrible de la communauté, qui avait, je crois, rapporté plus d'1 million sur le projet Kickstarter, enfin un truc comme ça. Les Petzval, en gros, c'est des objectifs qui déforment le bokeh, qui créent un bokeh tournoyant, un petit peu à l'image des Helios, mais en encore plus puissant. Donc voilà, ça pouvait être intéressant. Donc c'est une optique historique, le Glockar, j'arrivais encore pas bien à le dire, qui a été introduite par l'un des pionniers allemands dans la fabrication d'optiques photographiques qui s'appelait Emil Busch, donc en 1910. Eh bien, ça fait bien longtemps déjà. À l'époque, cette optique était l'une des premières, voire la première, dont la formule optique limitait les aberrations sphériques, le coma et surtout l'astigmatisme. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'anastigmate, qui était donc un défaut optique qui est un petit peu compliqué. Allez voir sur Wikipédia, vous verrez, vous aurez très peur. Surtout n'étant pas très fort en maths, c'est pas moi qui vais vous expliquer ça. Alors l'avantage aussi, c'était qu'il avait une grande ouverture, donc qui permettait bien sûr de détacher le sujet du fond, de l'isoler avec le flou de la profondeur de champ. Et il avait donc un bon piqué, une bonne restitution des tons chers. C'est pour ça que ces gens ont voulu, et puis aussi par nostalgie. C'est vrai que quand ils refont ce genre d'objectif, là, je vais vous montrer une image de toute façon. Elle est donc effet laiton, effet doré, elle est vachement stylisée, elle est vintage, ça rend très bien. Alors parfois ça contraste aussi énormément avec les boîtiers modernes, parce que ça fait bizarre, mais c'est très beau. C'est vrai que rien que l'objet en lui-même est beau. Après, j'espère qu'il sera pas trop cher, parce que c'est vrai que sinon ça apporte pas beaucoup d'avantages, puisque c'est une optique complètement manuelle qui fait f3. Alors aujourd'hui on fait beaucoup mieux, qui certes a du piqué, mais on fait aussi mieux aujourd'hui. Donc bon, je sais pas, peut-être ça peut être un gadget pour les fanats de vintage. Et on dirait donc il y a que quelques images sur le projet Kickstarter. On voit qu'il y a un petit bokeh qui est déformant aussi, un petit peu donc c'est pas un bokeh tournoyant, mais c'est un bokeh vertical ou horizontal, vertical. Qui peut être intéressant. Alors les bokehs comme ça marche bien, pareil pour les Helios et les Petzval, sur du feuillage généralement. Quand il y a du feuillage derrière la personne que vous prenez en photo, là on sent bien le bokeh. Mais par exemple sur une surface plane unie comme un mur ou comme de la géométrie, enfin on voit pas grand chose en fait. Donc bon, ça réduit en fait l'intérêt du truc et on se dit bon, pourquoi acheter un nouvel objectif ? Mais voilà, encore une fois, n'étant pas un grand fanat de vintage, mais je peux comprendre que certains de mes collègues adorent ceci. Ensuite, article suivant, de focus numérique encore, des vidéos Ultra HD venant de l'espace. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un petit peu aguicheur ? Alors non, ce n'est pas la nouvelle caméra des extraterrestres, c'est tout simplement l'agence spatiale JAXA, donc japonaise, qui a décidé de fixer un Sony Alpha 7S II à l'intérieur du module expérimental japonais de l'ISS, je vais y arriver, Kibo. Alors, situé à 400 km d'altitude, l'Alpha 7S II muni de son optique cinéma PZ28135 f4, donc ça c'est optique ciné qui est équipé d'un stabilisateur optique à l'intérieur et puis qui a une très bonne qualité, eh bien capte la Terre tout simplement, et alors surtout un gros zoom sur le Japon. Du coup, n'hésitez pas à voir les vidéos, vraiment c'est beaucoup plus explicite que tout ce que je vais pouvoir vous dire. C'est très poétique en plus avec la belle musique et tout. Et moi j'aime beaucoup aussi voir des vidéos des time-lapse ou plein de trucs comme ça de l'espace. Je trouve ça formidable et très inspirant, l'espace. Parce que moi aussi, pour raconter un petit peu ma backstory, le mec adore raconter lui. C'est comme vous ne savez pas tout. Et c'est qu'au départ, en fait, je me suis intéressé notamment à l'image par le biais de grands livres d'astronomie, parce que vraiment les illustrations, alors il y avait des vues d'artistes et des photos, par exemple, qui étaient ramenées par le robot Opportunity de Mars. Et c'était tellement beau. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas les calculs et la composition de l'atmosphère, mais plus finalement la beauté qui ressortissait, oui, bien sûr, qui ressortait de ces images et qui m'avait vraiment ému à l'époque. J'étais jeune, hein, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça, et du coup ça m'a vraiment aussi mis la puce à l'oreille. Ça a fait partie au fait que je m'intéresse, que ma passion naisse pour les images. Donc tout ça, l'espace, j'ai une dette envers l'espace finalement. et puis des vidéos Ultra HD, bon, pourquoi pas. Enfin après c'est un peu vu et revu, mais c'est vrai que en basse lumière ça fait un bon taf, l'appareil. Mais après, dans les timelapses, de toute façon, les timelapses seront toujours supérieurs à la vidéo pour le moment, puisque la qualité photo est toujours mieux que la vidéo. Du coup, quand on voit les timelapses, c'est toujours de meilleure qualité, on arrive à voir les aurores boréales, les différentes couches de l'atmosphère, et c'est encore plus grandiose. Mais là, c'était assez marrant de se dire que les mecs, ils avaient envoyé finalement un appareil photo que tout le monde pouvait avoir, c'est-à-dire le grand public, on peut aller acheter à la Fnac, même s'il est cher, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut se procurer. Et ça change en fait du télescope Hubble, parce que ça, en fait, on ne pourra jamais l'avoir entre nos mains.
Hop, hop, hop. Eh bien, cette vidéo arrive déjà à sa fin. La citation de la semaine, c'est de Roland Barthes, qui dit « La photo, alors elle est un peu plus longue que d'habitude, alors accrochez-vous bien. La photo me touche si je la retire de son blabla ordinaire. Autrement dit, de la technique, de la réalité, reportage, de l'art, etc. Juste ne rien dire, fermer les yeux, laisser le détail remonter seul à la conscience affective. » C'est beau, je vous laisse méditer sur cette citation. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe ?» en PDF, donc dans la description. Je vous donne plein d'astuces pour devenir meilleur en photo. Et puis, nous, on se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous! Bien qu'il a cette vidéo et ça t'a plu, alors n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant juste ici en dessous pour rejoindre les folles aventures de Vince.